Il est 19h, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir, vous avez le sourire, ça me fait plaisir. Oui, non, parce que... Mais quoi? Parce que vous sortez des vannes. Ah oui, ça va être de ma faute maintenant. Geoffroy Lejeune, on est toujours responsable. Il n'est responsable de rien. Et il faut dire aux gens que... Il y a un côté macroniste en Philippe de Villiers, voilà, il n'est responsable de rien. Rien. Il faut dire que la demi-heure avant l'émission, il fait que ça, mais bon, ça... Oui, évidemment, et c'est de notre faute, bien sûr. Philippe de Villiers, vous avez aussi le sourire. Et je regardais l'information concernant Populicide, l'information de la semaine, c'est que c'est un immense carton, visiblement, puisque vous êtes numéro 1 des ventes, 38 000 exemplaires. Et la question, c'est est-ce que vous êtes surpris par la réussite du livre, mais surtout d'où vient, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, puisqu'il y avait cette actualité politique majeure, bien sûr, ou du moins on n'a pas suffisamment parlé du livre, et la question, moi, qui m'est devenue, c'est populicide. D'où vient le mot populicide, Philippe de Villiers? Alors, c'est un néologisme qui a été inventé par un communiste révolutionnaire, Gracchus Babeuf, en 1794, pour désigner la politique d'extermination de masse des colonnes infernales sur les populations de l'Ouest. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le système de dépopulation », dans lequel il décrit ce qu'il appelle le populicide, c'est-à-dire l'extermination d'un peuple. Ensuite, il y a eu un papier remarquable de Michel Onfray dans sa revue Front Populaire, qui est une revue remarquable d'ailleurs, et qui, un jour, m'a dit, tu sais, celui qui a tout prévu, qui a tout dit dans le globalisme, c'est Anacharsis Clootz. C'est un baron prussien, personnage incroyable, d'origine hollandaise, et qui est devenu député de l'Oise. Et on l'appelait à la Convention l'orateur du genre humain. C'est lui qui a théorisé l'universalisme des droits de l'homme. Et il voulait recréer une humanité, recréer un peuple, recréer le genre humain. Et pour recréer le genre humain, il voulait qu'on se débarrasse de toutes les nations pour parvenir au bien-être cosmique post-national. C'est-à-dire que c'était un globaliste avant la lettre. Il voulait fabriquer un seul peuple. Donc les macronistes, en fait, ont là leur père spirituel. Et ils parlaient du populicide au sens où il fallait faire un seul peuple. Mais surtout, ce qui m'a passionné, intrigué aussi, c'est le mot de Aimé Césaire, qui parlait du populicide comme d'un génocide par substitution. Substitution d'un peuple concomitant avec l'effacement du peuple originel, pour fabriquer un non-peuple, sans identité, sans histoire et même sans langue. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans? Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. On a fabriqué une société de déracinés. Il y a les déracinés de l'extérieur face aux déracinés de l'intérieur. Le migrant face à l'homme global. Nous avons organisé la rencontre des errants. Et on a oublié que la victoire de la vie est précaire et incertaine. Et que la nature porte la civilisation comme l'abîme porte l'arche, juste au-dessus du tombeau entrouvert. Philippe de Villiers, parlons à présent d'une actualité chaude, puisqu'elle date de jeudi soir. Jean Dujardin, qui est au cœur d'un débat pour avoir eu le malheur de défendre la culture française. Il était invité du 20h de France 2 et il s'est posé cette question. Peut-on parler de la France sans être taxé de facho? Je vous propose de l'écouter. C'est très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans,
Je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible, mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie. Et qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois... une politique, ce moment très instable. oui, qui est un peu austère et un peu difficile, parfois aussi une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment, on ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous. Mais on préfère mettre le GPS, on ne sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis. Alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. Et il était l'invité pour L'homme qui rétrécit, son nouveau film. J'allais vous dire Jean Dujardin. J'adore. Geoffroy Lejeune. Vous adorez. On aimerait tous être Jean Dujardin. Geoffroy Lejeune. Ah non, mais le pauvre, à chaque fois qu'il dit quelque chose d'un peu touchant, émouvant sur la France, il se fait taper dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Philippe? D'abord, je pensais à une phrase de Voltaire qui est reprise par les grands journalistes français. Cette phrase, c'est « Quand un chien mord un homme, ce n'est pas une information. Quand un homme mord un chien, c'est une information. Quand un artiste français dit du bien de la France, c'est une information. Parce que le mec, il n'a pas intérêt à se pointer au César. Donc il faut dénigrer ce pays, prendre de la distance, le regarder comme une nécrose pour être populaire dans ce milieu, dans le milieu du showbiz et dans les milieux de la médiacratie. Et en fait, il est courageux. On comprend bien ce qu'il a voulu dire. J'aime la France. Voilà. En fait, la France est un être vivant et on a tout intérêt pour la connaître, à voyager dans son âme, pour y découvrir son génie symphonique, avec un jeu de tonalités multiples qui en fait la richesse. En fait, c'est pour ça que dans mon livre, je parle de la francisation nécessaire. Il faut franciser, c'est-à-dire refaire des héritiers, n'en déplaise à Madame Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui a osé dire qu'il fallait taxer les héritages. J'irai taxer sur vos tombes. Il faut faire des enracinés, il faut faire des petits propriétaires du petit lopin de souvenirs, pour chacun. Et en fait, en écoutant Jean Dujardin, à l'instant, je pensais à mon père. Mon père nous disait à nous, ses enfants, le danger pour vous, c'est l'aigreur, parce que vous êtes lucide, parce que je vous ai appris la lucidité. C'est un regard juste et vrai sur le monde, et donc douloureux. Et il ajoutait ceci: si vous ne voulez pas céder à l'aigreur, si vous voulez garder votre équilibre et votre sérénité, et la transmettre ensuite à ceux qui viendront derrière vous, il faut faire la chose suivante: partager la journée en 2 temps. Premier temps, le matin, s'indigner. Parce que si vous n'êtes pas indigné, c'est que vous ne voyez rien. C'est-à-dire le matin, imprécateur. L'après-midi, réparateur-créateur. Et c'est avec ce conseil que moi j'ai forgé une devise qui m'a été utile et qui m'est utile tous les jours. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Donc, celui qui dit « tout va bien », un député LR, « tout va bien, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même pas mal, ne vous plaignez pas, ça pourrait être pire », bon, rien compris. En revanche, quelqu'un qui se contente d'être imprécateur sans être en même temps créateur, réparateur, il faut remettre des piolets sur la pointe du hoc. Voilà.
Sinon, en fait, on est happé par le vide qu'on dénonce. Voilà. Et si j'ai voulu écrire ce livre testament, c'est parce que je voulais dire ce qui se passe dans la coulisse depuis 50 ans. Vous allez voir, c'est hard. Et vous vouliez avoir... Et en même temps, je voulais expliquer comment on pouvait sauver le pays. J'ouvre et je ferme une parenthèse, mais vous vouliez avoir aussi un mot pour Brigitte Bardot, Philippe de Villiers. Oui, parce qu'on parle de Jean Dujardin, il y a une artiste qui est actuellement en difficulté, qui est sortie de l'hôpital, je crois, et je voulais lui dire, Brigitte, toute la France t'aime. Et je crois que c'est réciproque, elle vous apprécie beaucoup. Oui. L'année dernière, on avait vu, c'était une déclaration, je crois, dans Valeurs Actuelles, Oui. où elle disait qu'elle suivait l'émission. Donc on pense chaleureusement à elle. Pas une émission que c'était le meilleur moment de sa semaine. Ah oui, écoutez, vous avez meilleur souvenir que moi. Ça m'a Ouais, elle aime- Et qu'elle était bluffée aussi par Philippe de Villiers. Ça fait longtemps, je crois qu'elle vous aime beaucoup. Non, elle a dit qu'elle aimait beaucoup les animaux, et il y avait un animal politique qu'elle aimait aussi. La politique, justement. Vous me faites la transition, Philippe de Villiers. Sébastien Lecornu a donc présenté sa feuille de route devant les députés. La motion de censure, les motions de censure n'ont pas été adoptées. La suspension de la réforme des retraites a permis de sauver le gouvernement Lecornu. Merci au PS, merci aux Républicains. Ce sondage qui était paru cette semaine, 62% des Français qui sont mécontents de la renomination de Sébastien Lecornu. Philippe de Villiers, quel regard portez-vous sur d'abord la feuille de route, la déclaration de politique générale de M. Lecornu? Alors, j'ai regardé mardi la déclaration de politique générale. Et je vais vous dire, franchement, ce que je pense. Dans ma vie, j'ai vu des choses saisissantes, j'ai vu des choses inouïes, j'ai vu des choses cocasses, j'ai vu des grandes choses. J'ai vécu photocopie qui s'envole dans les oars. J'ai vu à l'Assemblée Gaston Defferre prendre à partie un député qui s'appelait René Ribière et le provoquer en duel. Donc j'en ai vu, mais j'avais jamais vu ça. Pourquoi ? Là, on est au comble de l'esthétique. J'avais jamais vu cet hémicycle dans cet état-là. La parole publique qui devient une flaque de boue. Alors, je vais vous faire une sorte d'apologue. Avant l'apologue. En vous faisant revivre ce que moi j'ai vécu. Et ce que vous avez vécu devant votre poste. Alors, il y a, face à l'hémicycle, Lecornu, racorni, recroquevillé, penché, enveloppé dans son lutrin. Il avale ses 2 micros pour ne pas avaler ses mots ni son honneur. Il ne lève pas la tête. Et en fait, c'est une scène d'humiliation et de capitulation qui m'a rappelé le groupe statuaire des bourgeois de Calais d'Auguste Rodin. Il est là, tel le bourgeois de Calais, corde au cou, robe de bure, tonsure cendrée du moine soldat immolé. Et lui, il sait et on sent qu'il s'apprête à livrer le trousseau de clés de la ville à celui qui est là-bas, tout en haut à gauche. Ils ne se regardent pas, mais ils savent qu'ils vont se comprendre, que l'un parle pour l'autre. Tout est déjà réglé, tout est déjà promis. Le trousseau de clés. Et dans le trousseau de clés, il y a la retraite sur les retraites, il y a la fin du 49.3, il y a taxer les riches, la justice fiscale, open bar sur l'impôt, self-service sur la dépense publique, etc. Et là, je regarde et je vois, grâce à la caméra qui tourne, je vois l'arc républicain qui retient son souffle. Va-t-il prononcer les mots ?
le mot suspension. On est dans l'attente. Le cornerisé accélère son rythme. Il s'enflamme pour donner un peu de feu et montrer comme il adhère à ce qu'il va dire. Et il lâche le mot. Suspension. Il lève les yeux vers la gauche de l'Assemblée tout en haut et il croise le regard monacal. Un geste. Olivier Faure qui salue le moine soldat. Il a les 2 doigts sur la tempe depuis le début du discours, 2 doigts sur la gâchette. Et là, il fait signe. Et il se tourne vers François Hollande, qui est l'âme de l'Assemblée, le nouveau président de l'Assemblée, et qui fait, oui, on a affaire à un homme d'État qui tient sa parole. Ok, boomer. On apprendra un peu plus tard que tout était réglé, effectivement, puisque le Cornu explique plus tard qu'il avait envoyé un petit billet à Olivier Faure, dans lequel il mettait « J'ai pris mon risque ». Et en fait, cette expression, moi, je la connais par cœur. Pourquoi ? Parce que c'est l'expression qu'a eue devant moi Emmanuel Macron lorsque je lui ai dit « Vous êtes un peu jeune pour aller à la présidentielle » en 2016, la première fois que je l'ai rencontré, et qui m'a dit « Je vais aller à la présidentielle ». Je dis « Vous êtes un peu jeune ». Il me dit « Je prends mon risque ». Et après, je me suis renseigné, on m'a dit « Ah, c'est un truc de banquier ». Le banquier prend son risque. Et c'est un truc de parieur, c'est un truc du Touquet, du casino. Et donc, en fait, l'élève parle comme le maître. Et quand il veut rassurer Olivier Faure, forever, il lui dit « Je prends mon risque ». Alors, il a pris son risque. Il a fait don de sa personne à la France socialiste. Il a tout cédé. Il est sauvé. Le bloc central respire. C'était ou la mort ou le parjure. Ils ont choisi le parjure. Les députés LR sont soulagés. Comme on disait du temps de Daladier, ils sont soulagés. C'était ou les urnes ou le reniement. Ils ont choisi le reniement. Alors ils baissent la tête. Leur regard est poisseux, dégoûtant. Ils ont honte. Mais c'est une honte salvatrice parce que d'une main discrète, ils caressent le banc de velours qu'ils vont préserver pour quelques mois encore. Le banc de velours, le banc d'infamie. Et à cet instant, je regarde la Haute-Verrière, qu'on a vu d'autres, qui a vu défiler des serments brisés. Et la Haute-Verrière se rappelle d'un mot de Clémenceau, en d'autres circonstances, et qui, s'adressant à un hémicycle du parjure, a eu ce mot, retrouvé pour la circonstance. La démocratie, c'est des rats dans un égout. C'est la fin de l'apologue. Mais Philippe de Villiers... J'ai résumé à peu près... Ben, c'est un résumé qui va plaire aux nombreux députés qui étaient absents d'ailleurs. Vous avez vu que l'hémicycle était 3/4 vide, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement du monde à gauche, à droite, mais au centre, quasiment personne. Mais vous n'avez peut-être pas compris parce que cette suspension de la réforme des retraites, c'était en responsabilité. C'était le compromis, l'équilibre dans un contexte tendu. Et ça, vous ne l'avez peut-être pas compris. Alors, on a creusé, on a retrouvé la stabilité. La stabilité, bien sûr. Vous savez ce que c'est la stabilité? La stabilité, Philippe. La stabilité du portefeuille. Non, mais vous êtes contre la responsabilité. En fait, vous êtes un irresponsable, Philippe de Villiers. C'est ça votre problème. Et alors, on a retrouvé une archive d'Elisabeth Borne. À l'époque, elle était Première ministre. Elle était à la place de Sébastien Lecornu. On était en 2023. Et elle enchaînait les 49.3 sur la réforme des retraites au nom de la responsabilité, au nom de la stabilité, parce que c'était un défi existentiel, cette réforme des retraites.
évidemment. Elisabeth Borne. Mesdames et messieurs les députés, les mois de concertation en amont du texte, les propositions de la majorité et des oppositions et les 175 heures de débat au Parlement auront permis d'aboutir à une réforme équilibrée, porteuse de progrès et qui prend au mieux en compte les situations de chacun. Rejeter ce compromis, ce serait financer nos retraites par la dette et fragiliser dangereusement notre système par répartition. L'équilibre est porteuse de progrès. Geoffroy Lejeune. Est-ce que, Philippe, tous les partis qu'on appelle maintenant du bloc central, du socle commun, de la plateforme commune, il y a beaucoup de noms pour ça, en ne faisant pas tomber le gouvernement de Sébastien Lecornu, en fait, ce que vous dites, c'est qu'ils ont privilégié le poste à la France? Oh, j'ai une pensée pour Édouard Philippe, quand même, dont je parle dans mon livre. Incroyable. Une grande amitié entre vous, oui. Ben, c'est pas ça, mais le problème, c'est que à cause de gens comme lui, les gens ne croient plus du tout à la politique, parce qu'ils ne croient plus à la parole publique. Alors, je réponds à votre question. Effectivement, ce qui m'a frappé, j'ai écouté, le mot France n'est pas arrivé dans la déclaration de politique générale. La France. Où était la France sous la Verrière? Or, tous ces politiciens, en fait, marchent à l'aveugle au-dessus du vide. Ils n'ont même pas le vertige de l'abîme qui s'ouvre. Ils ne le voient pas. En fait, ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est pas le parjure, c'est l'ignorance. Ils ne voient pas la béance. La béance. La France de la béance. Devant nous. La béance du populicide anthropologique, démographique. La France se dépeuple, la France se repeuple. La France se dépeuple des siens, elle se repeuple des autres. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Pour la première année, dans l'histoire de France, le nombre des décès l'emporte sur le nombre des naissances. Et récemment, sur cette antenne, sur ce plateau, Dominique Régnier, le président de la Fondapol, qui est un homme tout à fait remarquable, disait « Dans 3 générations, il y aura 37 millions de Français. » Vous entendez? Le trou noir. Et pire que ça, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'il y a un nouveau phénomène sociologique qui arrive des États-Unis en France. Est-ce que vous connaissez les Dinks et les Gins? Alors, il y a le sans-tabac, il y a le sans-contact, il y a le sans-gluten, le sans-alcool, et maintenant il y a le sans-enfant, qui est une préconisation. Les Dinks, c'est double income, no kid. C'est-à-dire double revenu, pas d'enfant. C'est la conception consumériste de la nouvelle génération. Et puis les Ginks, c'est green inclination, no kid. Pour sauver la planète, il ne faut pas faire d'enfants. Et donc en réalité, on est dans un tropisme suicidaire. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est un livre d'alerte. Mais il n'y a pas que cette béance-là, il y en a une autre béance qu'on ne voit pas. C'est la béance des comptes. La béance des comptes publics avec une spirale hélicoïdale de la dette, du déficit, des prélèvements. Record du monde, record du monde, record du monde. Alors qu'il aurait fallu baisser les impôts, baisser les dépenses en même temps. Ce qui était possible, ce qui est facile. Simplement, il ne faut pas obéir à l'état profond. On fait l'inverse. On s'apprête à augmenter les dépenses, à augmenter les impôts. Et derrière le déséquilibre des comptes, il y a quelque chose qui est encore plus grave. C'est que c'est la déchirure des tissus conjonctifs de l'économie productive. Vous avez vu le chiffre des faillites en septembre, c'est un record dans l'histoire de France. Record des PME. Et donc, en fait, au lieu de désétatiser l'économie, on étatise un peu plus chaque jour l'économie. Et il faudra qu'on aborde ce sujet une prochaine fois.
la France est en train de devenir un protectorat américain sur le plan économique, un protectorat américain, un protectorat chinois. On a annoncé cette semaine que Stellantis, Sanofi, LVMH partent s'installer aux États-Unis. Et que les industries de main-d'œuvre sont maintenant grignotées par la Chine. Et enfin, la dernière béance, c'est la plus importante. C'est la béance de l'imaginaire français. En fait, les Français voient que le pays a perdu les clés de la maison, puisqu'on n'a plus la souveraineté. On n'a plus la souveraineté sur rien. Et deuxièmement, qu'on a démoli les murs porteurs de la maison. Qu'est-ce qu'il en reste de la maison? On a démoli les murs porteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'imaginaire collectif en France. Et un pays qui n'a plus d'imaginaire collectif, il ne peut pas survivre. C'est l'urgence des urgences. C'est la béance des béances. On revient dans un instant, Philippe de Villiers. On a encore beaucoup de sujets à traiter dans la seconde partie. À tout de suite. Retour pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Geoffroy-Lejeune, bien sûr. Philippe de Villiers, vous souhaitez terminer votre réflexion autour du gouvernement de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu et son gouvernement sauvés. Et maintenant, Philippe de Villiers, que peut-il se passer? Il y a trois questions. Que peut-il se passer pour la réforme des retraites, la suspension promise? Alors là, ma réponse, c'est peut-être une arnaque. Parce qu'il y a une course de haies maintenant, de 400 mètres haies. Avec 4 séries de haies. Donc d'abord, il faut que ça soit voté par l'Assemblée. Parce que là, on est dans un régime d'Assemblée. Hein. Donc la cacophonie organisée. Ensuite, il faut que ça soit voté par le Sénat. Or, le Sénat est contre. Ensuite, il faudra la commission mixte paritaire. C'est une autre histoire. Et enfin, en embuscade, l'état de droit, avec Richard Ferrand, le copain du locataire de l'Élysée, où il se retrouve de temps en temps à prendre une soupe aux oignons. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Et à mon avis, quand je vois beaucoup de socialistes, je me dis, ils ont quand même des têtes de cocu. Donc ça peut arriver. En politique, ça peut arriver d'être cocu. C'est-à-dire, on croit baiser le mec en face, mais... pardon. on est à la télévision. Philippe, on n'est pas dans le salon. Je retire bien évidemment. Mais comme ça, les gens sauront maintenant. On est en dehors de l'antenne. Alors, on va dire... Bernet, bien sûr. On trouve toujours plus malin. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, le budget. Alors, le budget, ça va être la foire à l'impôt, puisque c'est un régime d'assemblée, donc chacun va ajouter ses impôts. Et... alors déjà, on nous annonce donc 14 milliards de prélèvements supplémentaires, certains disent 19. Dans les 14 milliards, il y a 10 milliards d'impôts sur le revenu avec 200 000 foyers supplémentaires. Excusez du peu, ils nous regardent là, ils ne savent pas encore, mais ils vont le comprendre assez vite, qui pour l'instant ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ensuite, il y a 19 ou 20 ou 29, on ne sait pas trop, dépenses supplémentaires. Vous vous rendez compte? Alors qu'on est dans une situation d'endettement sur 3 400 milliards et que la charge de la dette va être de 80 milliards par an à partir de l'année prochaine. C'est beaucoup plus que le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont complètement fous. Et... alors, tickets restaurant taxé, l'éthanol taxé, le chèque Noël taxé, les chèques vacances taxés, les indemnités pour les personnes qui ont des affections de longue durée taxées, etc., etc. Et encore, on n'a pas tout vu. Et encore, c'est avant le débat, vu que le gouvernement a donné les clés à cette assemblée de Ludion et d'Istrion. Donc chacun a amené sa dépense, chacun vient avec son panier. C'est le grand pique-nique. Pique-nique de l'impôt et de la dépense. Bon. Troisièmement, le devenir des députés.
faut quand même qu'on ait une pensée pour eux, non, ce soir. Alors, je vais vous dire, en les regardant, je pensais à une image de Marie-France Garot, quand j'ai créé le MPF. En fait, j'ai créé le MPF parce qu'après Maastricht, j'ai dit, moi, je veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Ils ont trahi la France. Et donc, ils ont largué la souveraineté. Donc moi, je veux faire un parti souverainiste. 1994. Et je parle avec Marie-France Garot, et elle me dit, vous savez, Philippe, c'est un petit parti, bon, c'est normal, c'est un parti naissant, mais méfiez-vous quand même d'une chose, c'est que la Ve République, c'est un manège qui tourne très vite, et à cause d'un mode de scrutin qui fait que vous avez un axe central et vous avez des forces centripètes et des forces centrifuges. Et donc, si vous êtes dans les forces centripètes, c'est-à-dire les partis installés, les partis majoritaires, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans les forces centrifuges, parce que vous êtes trop petit pour y aller tout seul, vous êtes obligé de vous allier et de vous arrimer au parti majoritaire, sinon vous êtes éjecté. Ce qui m'est arrivé. Bon, et alors, là, en fait, je regarde l'EPS et je regarde LR. Donc l'EPS, en fait, si demain ils vont s'arrimer à nouveau en cas d'élection à LFI, sinon ils sont liquidés. Et LR, eux, ils sont devant un problème existentiel beaucoup plus grave parce qu'ils veulent s'arrimer à personne maintenant. Ils sont arrimés au bloc central, mais le bloc central va disparaître. Et une petite partie d'entre eux va entendre l'appel d'Éric Ciotti, mais une toute petite partie. Donc en fait, il ne restera rien. Donc en fait, le paysage politique va être complètement recomposé. Le manège de la Ve République aura fait jouer ce que Marie-France Garot avait appelé l'arithmétique de la survie. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. On va parler de l'école face au terrorisme islamiste. Mardi, une minute de silence a été observée dans tous les collèges et lycées de France afin de rendre hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes du terrorisme islamiste, assassinés en 2020 et en 2023. Je vous propose d'écouter la sœur de Samuel Paty qui se bat justement pour son défunt frère. Écoutez. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi personne n'a pris fait et cause pour mon frère. C'est totalement invraisemblable et c'est ce qui continue de se produire à l'heure actuelle. Ça continue de se produire ? Je dirais que oui. Beaucoup d'enseignants, et on le voit, que l'enseignant est quelque part un peu toujours considéré fautif s'il y a un trouble qui se produit. Alors les personnes concernées, je dirais que se sont expliquées eux-mêmes, avant même que je les sollicite, dans un rapport qui avait été sorti par l'Éducation nationale. C'était une enquête administrative qui avait été diligentée et qui a été assez bâclée puisque l'enquête a été bouclée en 15 jours. C'était quand même assez compliqué de faire le tour de la question en seulement 15 jours. Voilà, où eux ont donné leur version des faits qui, en résumé, dans ce rapport, c'est qu'ils estiment qu'ils ont agi comme ils devaient agir et qu'ils ont tout fait pour essayer d'aider mon frère. Sauf que dans les faits, le fait d'envoyer un référent laïcité à mon frère pour lui expliquer qu'il ne maîtrisait pas les règles de laïcité, c'est quand même une prise en charge totalement lunaire par rapport aux événements. Geoffroy Lejeune. Philippe, au mois de juillet dernier, on avait noté que François Bayrou, dans son discours à l'Assemblée, n'avait pas prononcé une fois le mot immigration. Cette fois-ci, c'est le mot islamisme qui n'a pas été prononcé une seule fois par Sébastien Lecornu. Comment vous expliquez cette omission ? Bon, d'abord, je suis bouleversé parce que je pense à la solitude des familles. La famille Paty, la famille Bernard. Et en fait, à la question qui se pose, et que pose Michael Paty, a-t-on tiré les leçons ? Visiblement non, puisque dans le discours de M. Lecornu, il n'y a pas eu un mot sur l'islamisme. Alors les leçons, pour moi il y en a 4. La première leçon, c'est
c'est la leçon des revenants. Vous avez fait un papier excellent là-dessus, dans le JD News. Il y a 350 terroristes dangereux, hyper dangereux, qui ont été libérés, qui sont dans la nature. Il faut savoir qu'il faut un policier il faut 10 policiers par cible. Donc, on n'a pas le compte pour les suivre. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel, j'ai lu ça dans cet excellent papier du JD News, signé par William Molinier. Le Conseil constitutionnel s'oppose à ce que la durée du suivi soit supérieure à 1 an. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question de l'islamisation de la France. On avait parlé d'un rapport sur les frères musulmans. Il ne s'est rien passé depuis. On n'a pas interdit les frères musulmans. Et petit à petit, l'infiltration continue. Il suffit d'écouter Florence Bergeau-Blaclair, qui, dans le magazine Frontières, remarquable magazine d'Éric Tegner, explique la halalisation de la société française. Et puis après, il y a évidemment le problème de l'école. En fait, dans mon livre, je raconte une conversation avec Ernest Chénière, qui était un homme remarquable, qui était le principal du collège de Creil, et qui m'avait dit « Tu verras, Philippe, on va se coucher. On va se soumettre. Sur le long terme, c'est fini. C'est fini. On n'a pas la force. On n'a plus la force. » Et là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a une école de la soumission, avec les 3 soumissions. La soumission, d'abord des enseignés, parce que le nombre est là. C'est le nombre qui fait la classe. Et donc, c'est l'assimilation à l'envers. C'est-à-dire que les élèves d'origine française sont minoritaires. Et donc, en fait, ce sont des petits dhimmis en puissance. Ensuite, il y a la soumission des enseignants. Après, la soumission des enseignés. La soumission des enseignants, parce qu'en fait, dans le temps, la menace pour un prof, c'était de perdre sa classe. Maintenant, c'est de perdre la vie. À cause de la fameuse recommandation, on va te faire une Samuel Paty. Donc le prof, il guette les regards, il se sait surveiller, il apparaît comme un intrus, et la question qui se pose, c'est se taire ou fuir. Et puis la soumission de l'enseignement lui-même, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, on n'enseigne plus le creuset français, on n'ose plus, puis c'est plus possible. Et pourquoi? Parce qu'il y a la halalisation des esprits et la wokisation des esprits. Et donc c'est une double soumission de l'école aujourd'hui, de l'école française. Ouais. Est-ce que dans l'école française, on peut encore parler de la France, du récit fondateur mis à la portée des jeunes élèves? Non. Et donc voilà les 3 urgences. C'est refaire une école française avec des élèves qui relèvent la tête, des petits Français qui relèvent la tête, avec des enseignants qui n'ont plus peur, et avec un enseignement dont l'éducation nationale dira désormais c'est le roman national et rien d'autre. Philippe de Villiers, actualité internationale également cette semaine. Vous savez qu'actuellement Volodymyr Zelensky échange avec Donald Trump depuis la Maison-Blanche, et puis cette semaine, ce même Donald Trump était au cœur de cet accord de paix entre les terroristes du Hamas et Israël. Et évidemment, vous avez pu suivre en direct sur CNews la libération des otages après 2 ans aux mains du Hamas. Un sommet pour la paix qui a été organisé en Égypte. Et puis, il y a une petite séquence qui vous a marqué. Je vous propose de la regarder, puisque c'est Donald Trump qui s'amuse de l'absence autour de lui d'un certain Emmanuel Macron. J'aurais imaginé qu'Emmanuel se serait mis debout juste derrière moi. J'y crois pas. T'as choisi de faire profil bas aujourd'hui. Très beau travail. C'est mon ami, très beau travail. Alors, Philippe de Villiers, est-ce que cette séquence est anecdotique ou est-ce qu'elle témoigne de quelque chose d'un peu plus profond? En diplomatie, il n'y a jamais rien d'anecdotique. Tous les gestes sont calculés, tous les gestes ont une valeur symbolique. C'est ce que disait Talleyrand. Donc là, en fait,
notre président, qui représente la France, il est ridicule. Il est ridiculisé devant toute une assemblée avec une estrade qui rit. Mme Mélanie, derrière le président Trump, rit. Il y a une autre chose qui est risible, d'ailleurs, au même moment, c'est qu'on apprend que Emmanuel Macron se réjouit que chez Viktor Orban, dans quelques jours, le président Trump et le président Poutine vont se réunir sur la question ukrainienne. Donc, en fait, vous savez comment en diplomatie, on appelle ça un coupeur de citron. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a un président qui s'est fâché avec le monde entier, qui s'est fâché avec l'Afrique, qui s'est fâché avec la Russie, qui s'est fâché avec les États-Unis qui le méprisent, avec qui il n'est pas fâché. Voilà. Et j'ai un ami belge qui me disait hier comment vous allez faire pour durer avec cet homme. Et c'est cet ami cultivé qui m'a dit, il me rappelle Deschanel. C'est le président Deschanel, qu'on a retrouvé au bord du train, un matin, en chemise de nuit, dans un arbre, dans un chêne, tout en haut. Et il disait, c'est moi le président, c'est moi le président. C'était en 1920 par là. Et on l'a destitué. Ça peut arriver, vous savez. Philippe, vous souhaitez pour votre Je ne apologue... souhaite pas. Hein. J'ai bien compris. Ouais. J'imagine, oui. Quand même. Après, un chêne, c'est un bel arbre. Oui. Il y a des arbres avec des épines. Mieux vaut avoir un chêne. Oui, et puis je ne le vois pas en chemise de nuit. Vous souhaitez aborder dans votre apologue l'idée du chef. C'est vrai qu'on vit en ces temps de crise qui se multiplient. La transition. Bah oui, vous êtes un homme de transition aujourd'hui. Oui. Un homme de dérapage aussi, mais un homme de transition. En période de crise où les lieutenants s'égarent, le chef n'est plus écouté. Alors, Philippe de Villiers, qu'est-ce que c'est un chef ? On entend cette semaine une expression affreuse d'ailleurs, un tel est chef, mais il faut qu'il cheffe, il faut cheffer. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de chef en France. Et en fait, la question que... alors, il y a mon frère, le chef d'état-major des armées, qui a écrit un très beau livre, « Qu'est-ce qu'un chef ?» Magnifique. Et les politiciens devraient le lire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un chef ? D'abord, un chef, c'est pas le titre ou la fonction qui font le chef et qui le définissent. C'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on est chef. D'ailleurs, De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, je crois, fait allusion à Albert Lebrun, président de la Troisième République, qui nous a emmenés à la guerre, particulièrement médiocre. Et De Gaulle dit, en fait, deux choses lui ont manqué. Pour être chef qu'il d'État. fût un chef et qu'il y eût un État. Et donc, en fait, et Clémenceau avait dit, plus tôt, il y a deux organes inutiles dans l'État. La prostate et la présidence de la République. Donc, en fait, un chef, un vrai chef, il a trois qualités éminentes. La première qualité éminente, c'est la vision. Le chef voit avant les autres. Le chef voit loin, plus loin. Le chef voit haut, plus haut. Le chef voit ce que les autres ne voient pas. Un chef d'État, un vrai chef d'État, ne subit pas le temps, il le sculpte. Un vrai chef d'État ne dit pas, comme nos politiciens aujourd'hui, la politique consiste à rendre nécessaire ce qui est possible, mais l'inverse. La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Un vrai chef d'État, un vrai chef, on mesure son autorité et sa valeur à la hauteur qu'il impose à son peuple.
dans son cœur, dans son esprit. Un chef, il crée. Un chef, il anticipe. Il crée, il anticipe, il a toujours un coup d'avance. Un chef d'entreprise, par exemple, il va essayer de définir, d'imaginer un produit ou un service qui le met à l'abri du meilleur, qui le guette pour l'avaler. À partir d'un aphorisme de Steve Jobs, que vous connaissez peut-être, le Graal du stratège, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. Mais le chef de guerre lui-même anticipe et crée. Exemple, Jeanne d'Arc. En juin 1429, tous ces capitaines disent qu'il faut aller en Normandie, parce que la Normandie est occupée. Il faut, maintenant qu'on a délivré Orléans, en finir avec la libération de tout le territoire français. Et elle a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Toute seule. Elle dit, le dauphin recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 10 000 lances. Il faut aller à Reims. Ça, c'est un coup de génie. Le chef crée. Le chef a un coup d'avance, c'est pour ça qu'on lui fait confiance. En fait, le chef a une vision historique. Derrière la foudre de l'épée, il y a la lumière de l'esprit. De Gaulle disait, dessous les visions d'Alexandre, les victoires d'Alexandre, il y a toujours Aristote. En fait, la deuxième qualité du chef, c'est la force du caractère. La force du caractère, c'est la constance dans l'adversité. Un chef avale les creux et les bosses d'une égale humeur. Ensuite, c'est la solitude du chef, le chef qui marche sur la cime. Il est seul. Il est seul, le chef. Et puis surtout le courage. Et je repense au fameux discours d'Harvard, Le déclin du courage de Solzhenitsyn, qui dit il y a 3 formes de courage. Le courage de voir. Le chef doit voir, par exemple, aujourd'hui, je cite Solzhenitsyn, que le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. S'il ne le voit pas, il ne fera rien pour corriger le tir. Ensuite, le courage de dire, le chef, il est comme les rameurs. Il faut gagner à la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Le chef, il est à contre-pente. Il est dans le contre-temps. Il est à contre-courant. Il n'est pas dans le langage commun. Et en fait, le courage de faire. Le courage de faire, parce que le chef se laisse habiter par le souci exclusif du bien commun. En disant ça, je repense au maître de Santiago, qui oppose la pureté à la fortune et qui morigène les chevaliers de Saint-Jacques en leur disant ceci: hommes de terre, chevaliers de terre, bien sûr, nous savons tous qu'à la fin, les valeurs nobles sont toujours défaites. L'histoire n'est jamais que le récit de leurs défaites renouvelées. Mais il ne faut pas que ce soit ceux-mêmes qui ont la charge de les défendre qui les minent. La troisième qualité du chef, la plus mystérieuse, et qui ne s'apprend pas, c'est le magnétisme. Le chef, en fait, il est entouré par le peuple, par la troupe, qui le regarde et qui ne cherche pas en lui et ne trouve pas en lui un despote, mais un dépositaire. C'est là une mystérieuse alchimie par laquelle un homme attire, agrège des volontés, des esprits et des cœurs. Et en fait, en répondant à cette question, qu'est-ce qu'un chef ? Je me dis que un chef, il doit relire le testament politique de Richelieu. Et notamment cette phrase qui m'a toujours frappé. Ceux qui sont dans le ministère de l'État
doivent imiter les astres qui, nonobstant les aboiements des chiens, ne laissent pas de les éclairer. Qu'est-ce qu'un chef? Voilà la réponse donc de Philippe de Villiers. Et vous avez rendu hommage à votre frère. Pour tout vous dire, en toute transparence, je ne savais pas que... Je ne me rappelais plus du titre, du moins, du livre de votre frère. Qu'est-ce qu'un chef? Et c'est l'occasion de le saluer. Chef d'état-major des armées. Un grand merci, Philippe de Villiers. Merci, Elliot. À la semaine prochaine, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. Et nous, on se retrouve dans un instant, dans quelques instants, pour l'heure des pros. À tout de suite.